Et nous vous l'avons annoncé, Sonia Backès est notre invitée ce matin, présidente des Républicains calédoniens. La première partie avec les questions de Charlotte Mestre. Sonia Backès, bonjour. Bonjour. Nous sommes maintenant à un mois du référendum, à un jour près. Quels sont pour vous les enjeux de ces 5 dernières semaines de campagne ? Les enjeux, c'est de convaincre les indécis, d'une part, et d'autre part, de mobiliser notre propre électorat. C'est-à-dire qu'il y a eu des sondages qui ont été sortis, qui donnent le non largement victorieux, et c'est ce qu'on souhaite. Mais il ne faut pas que ça démobilise les Calédoniens qui souhaitent voter non le 4 novembre. Donc on souhaite mobiliser ceux qui souhaitent voter non et puis convaincre ceux qui sont encore indécis, parce que cet enjeu, c'est pas l'enjeu d'une élection classique, c'est vraiment leur avenir que les Calédoniens vont décider le 4 novembre prochain. Et vous évoquiez les sondages, est-ce que ça influence votre discours au-delà de la mobilisation de vos électeurs ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans votre discours depuis ces sondages ? Non, notre discours est globalement le même, c'est-à-dire que ce qu'on considère, c'est qu'il faut que le non l'emporte très largement le 4 novembre prochain, non seulement parce que, bien évidemment, il faut rester dans la France, parce que si la France partait, ce serait une catastrophe pour la Nouvelle-Calédonie, parce que la France ne nous protégerait plus de l'extérieur, et puis on aurait des gros problèmes financiers à régler. Mais également, c'est un non massif que nous voulons, c'est-à-dire c'est une victoire large, parce que c'est seulement cette victoire large qui nous permettra de stabiliser la Nouvelle-Calédonie sur le long terme et de construire un statut qui ancre définitivement la Nouvelle-Calédonie dans la République française. C'est une campagne assez discrète que vous menez pour l'instant. Pourquoi ? Alors, elle est peut-être discrète au niveau médiatique, mais elle est très active sur le terrain, puisque nous sommes tous les jours sur le terrain, que ce soit en brousse, que ce soit dans les différents quartiers du Grand Nouméa. Nous sommes présents parce que nous faisons par exemple du porte-à-porte, c'est-à-dire que nous allons voir des gens que nous ne voyons pas forcément dans les réunions publiques et à qui nous allons expliquer, avec le petit livret que nous avons édité pour expliquer l'intérêt de rester français, nous allons expliquer les conséquences que pourrait avoir une indépendance sur le quotidien des Calédoniens, sur les retraites, sur l'aide médicale, sur finalement ce qui constitue leur quotidien. Et c'est ce travail-là qui est finalement un peu discret vis-à-vis des médias, qui est à notre sens le plus efficace sur la victoire du non, pour la victoire du non le 4 novembre. Alors vous parlez des conséquences du référendum. Le FLNKS a présenté samedi un projet chiffré avec plusieurs propositions concrètes pour montrer que l'indépendance est viable. Pour vous, ce n'est pas le cas ? Absolument pas. Il y a des raisonnements qui sont absolument infondés, pour être poli, de la part du FLNKS, c'est-à-dire que, alors ils expliquent quand même que sur les 150 milliards, on en a quand même besoin de 120, alors c'est quand même déjà une première avancée, c'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ont quand même besoin de 120 milliards de l'extérieur, et ils disent non, mais vous inquiétez pas, la France va continuer à être présente après... Ils parlent de partenariat, notamment pour l'armée. Exactement, mais enfin, il faut bien imaginer que, compte tenu de la situation financière de la France, et ça a été dit par les différents représentants nationaux qui sont venus, Manuel Valls qui l'a dit en premier, Laurent Wauquiez, plus récemment François Asselineau qui l'a également dit, qui a été au ministère des Finances, la France ne financera plus la Nouvelle-Calédonie comme elle finance quand on est français, si on était indépendant, c'est une évidence. Donc à partir de là, ils n'ont pas finalement proposé de solution. Ils ont proposé donc de mettre en place la banque de Kanaki, donc on n'a pas d'idée de comment elle pourrait être financée, de comment pourraient arriver les fonds. Jean-Raymond Postic parlait hier sur notre antenne de nouvelles levées fiscales comme la taxe sur l'extraction minière qui serait augmentée, sur d'autres moyens aussi. L'emprunt, la Banque mondiale, ça fait partie de leurs propositions. Oui, enfin, vous vous rendez bien compte que quand même 120 milliards, c'est pas rien, et qu'en termes de levée fiscale, les Calédoniens sont déjà exsangues, c'est-à-dire qu'on est déjà dans une situation où les Calédoniens, là, alors, ils le voient en ce moment avec la TGC, souffrent énormément de la pression fiscale qui s'exerce sur eux. Alors évidemment, sur la question minière, il y a sans doute des choses à faire, mais pour l'instant, on essaye simplement de se demander si nos usines vont survivre. Vous avez parlé dans votre journal ce matin de ce qui se passe à Kawa, c'est extrêmement grave ce qui se passe à Kawa. Aujourd'hui, on est en train clairement de mettre l'outil SLN, qui est un outil majeur en termes d'emploi en Nouvelle-Calédonie, en danger. Donc aujourd'hui, la question n'est pas de savoir comment on va réussir à récupérer 120 milliards de plus sur ces outils-là. Et je rappelle encore une fois qu'il y a 3 ans, c'est grâce à la France qu'on a réussi à sauver nos outils industriels. Sinon, on aurait la SLN qui n'aurait pas été en capacité de continuer. On aurait été Valais qui aurait été également en situation de se poser la question d'arrêter. Donc aujourd'hui, c'est plutôt la France qui nous apporte de l'aide pour maintenir nos outils industriels et nos emplois que l'inverse. Pour les indépendantistes, les loyalistes en général jouent sur la peur et veulent conserver un modèle social qui les avantage. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Vous savez, je crois que les responsables indépendantistes n'ont pas pris les réformes et n'ont pas construit le projet de société qu'ils auraient dû faire s'ils voulaient réellement défendre leur projet d'indépendance. Aujourd'hui, ils ont proposé un projet, alors pour la première fois on a quelques chiffres, mais ils sont incapables d'élaborer le budget de l'an 1 de l'indépendance. Ils sont incapables d'équilibrer les comptes et de proposer un modèle social qui soit équilibré. Aujourd'hui, il y a des choses à améliorer en Nouvelle-Calédonie. Il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas bien. On l'a vu, on arrive aux limites des questions de notre protection sociale. Le financement du RUAM est en danger aujourd'hui. On a un système fiscal qui, malheureusement, a été souvent copié-collé de ce qui existe de pire en métropole. On a un système éducatif à améliorer. On a plein de choses à améliorer. Mais tout ça, on doit le faire avec le cadre de la République française, avec un contrôle de légalité qui doit être assuré par la République française, avec la défense. On a vu quand on a eu, encore une fois, les Blue Boats. Heureusement que la France a été là pour nous permettre de les renvoyer chez eux, parce que sinon, ils seraient restés dans nos eaux et ils auraient continué à piller les eaux calédoniennes. Donc tout ça, finalement, cette évolution du modèle social qui est absolument nécessaire, on doit le faire au sein de la République française, parce que si la France n'était plus là, on aurait bien d'autres soucis à régler en plus de ce qu'on a déjà, des soucis financiers, bien évidemment, avec 150 milliards à trouver, et puis des soucis en termes de protection de notre territoire. Il pourrait y avoir, c'est ce qu'évoquent certains non-indépendantistes, des partenariats avec d'autres pays, avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande. Oui, c'est pas quelque chose qui serait envisageable? Oui, vous savez, Charlotte Mestre, les partenariats, ils sont pas gratuits. C'est-à-dire que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, elles nous font pas des cadeaux parce qu'elles nous aiment bien. C'est-à-dire que si on imaginait un jour confier, par exemple, notre armée à l'Australie ou à la Nouvelle-Zélande, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande nous ferait payer l'armée. Ça coûte 30 milliards aujourd'hui. L'Australie ou la Nouvelle-Zélande nous demanderait de payer ce qu'elle paye pour défendre la Nouvelle-Calédonie. Bien évidemment, rien n'est gratuit dans ce monde. Donc les indépendantistes, ils ont un modèle un peu romantique où finalement tous les pays de la zone viendraient au secours de la Nouvelle-Calédonie et finalement assumer les compétences qu'on ne peut pas assumer gratuitement. Mais ça ne fonctionne pas comme ça dans le monde. On a besoin, les choses coûtent de l'argent et aucun des pays ne nous ferait cadeau de quoi que ce soit. Si peut-être, allons au bout du raisonnement, la Chine. Vous savez comment elle fait la Chine? La Chine, elle vient, elle donne beaucoup d'argent. C'est le cas au Vanuatu, par exemple. Elle finance un palais des congrès, un certain nombre d'infrastructures. Et puis après, elle dit, maintenant, il faut rembourser. Et puis quand le pays n'a pas les moyens de rembourser, elle dit, c'est pas grave, je vais me rembourser en foncier. Et puis je vais récupérer des terres. Et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que ça se passerait en Nouvelle-Calédonie si on était indépendant. Au-delà de la Calédonie française, d'une Calédonie qui a besoin de la France, vous venez de le dire, quel est le projet que vous voulez porter via cette campagne du référendum ? Alors nous, on souhaite réellement que l'après-référendum, que le 5 novembre, on puisse être en capacité de construire un projet qui, d'une part, stabilise la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française, parce que ça fait 30 ans qu'on vit dans l'instabilité, qu'on vit avec ces échéances successives. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est que, une fois que ce cadre de la République française est posé, on puisse enfin adapter notre projet de société aux réalités de la Nouvelle-Calédonie. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais on a un système éducatif qui malheureusement est purement et simplement un copier-coller de ce qui existe en métropole. C'est pas forcément le meilleur système éducatif du monde. Il y a des modèles qui existent dans les pays nordiques, dans les pays de la zone anglo-saxon, qui fonctionnent bien. Et donc, on souhaite qu'on puisse finalement faire du benchmarking, regarder ce qui existe de mieux ailleurs pour construire le projet de société calédonien avec le cadre de la République française. Et donc, on souhaite par exemple, excusez-moi, un autre exemple, mais s'ouvrir sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande en termes d'échanges commerciaux. On a aujourd'hui, malheureusement, plus de 100 milliards d'importations des pays d'Europe contre seulement 20 milliards d'Australie et Nouvelle-Zélande. On a intérêt à importer des pays de la zone, ça coûterait moins cher aux consommateurs, forcément, que d'importer des pays d'Europe. On continue à en parler tout à l'heure dans la deuxième partie. Merci Sonia Backès. Merci. L'invité de la matinale sur La Première. Et notre invitée ce matin, Sonia Backès, la présidente des Républicains calédoniens. Deuxième partie pendant laquelle vous pouvez poser des questions, faire des commentaires sur les propos de notre invité. Le 258 jusqu'à 7h17. Charlotte Mestre. Alors Sonia Backès, on va revenir sur le référendum. Vous l'avez dit, vous voulez un résultat froid et massif pour que la situation soit la plus claire possible après le référendum. Après le référendum, les indépendantistes, eux, veulent que si le non l'emporte, il y ait un deuxième et un troisième référendum jusqu'en 2022. Vous vous y opposez toujours ?
C'est pas qu'on s'y oppose, il est prévu dans l'accord de Nouméa. Ce qu'on considère, c'est qu'il faudra qu'on soit en capacité d'expliquer aux indépendantistes que si effectivement il y a une victoire très large du non, ils n'ont pas forcément intérêt à retourner à ce deuxième et à ce troisième référendum, parce qu'il va continuer à déstabiliser la situation économique de la Nouvelle-Calédonie et qu'il ne changera rien pour eux, puisque le corps électoral sera le même et que si effectivement on gagne à plus de 60% ce premier référendum, eh bien il n'y aura pas de raison que le deuxième soit perdu par les loyalistes. Donc ils ont intérêt, à mon avis, comme nous, à trouver une solution. Vous savez, l'accord de Nouméa prévoit que les partenaires se retrouvent après le troisième référendum pour discuter de la situation ainsi créée. Je crois qu'on n'a pas intérêt à attendre 2022 pour discuter de la situation, mais qu'on le fasse le plus rapidement possible pour stabiliser définitivement la Nouvelle-Calédonie. Dans le livre que vous avez publié en début d'année dernière, vous parliez d'un référendum d'initiative populaire tous les 25 ans. C'est quelque chose que vous continuez à défendre ? Alors, c'est pas tout à fait un référendum tous les 25 ans. Ce que je prévois, c'est que ce ne soit plus les élus qui décident de déclencher un nouveau référendum, mais que ce soit les électeurs. C'est-à-dire que ce soit 50% des électeurs qui vont signer une pétition dans les mairies pour demander à ce qu'il y ait un nouveau référendum et qu'il n'y ait pas de nouveau référendum si on n'a pas ces 80 000 électeurs qui demandent un nouveau référendum. Et donc, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'on n'ait plus des référendums tous les 2 ans, mais qu'on ne ferme pas définitivement la porte aux indépendantistes en leur disant, si un jour, effectivement, on a 80 000 électeurs qui veulent retourner au référendum, eh bien, on puisse y retourner de manière à ce que l'espoir soit maintenu et en même temps que la Nouvelle-Calédonie soit stabilisée et qu'on soit plus dans cette incertitude permanente. Ça se ferait à travers une pétition, c'est ça ? En fait, ça existait au Québec. Donc, en fait, c'est un système dans les mairies où les électeurs peuvent aller signer la demande de référendum. Et quand on atteint le nombre d'électeurs qui est requis, à ce moment-là, 6 mois après, un référendum peut avoir lieu. Mais il reste une incertitude sur la période. Du coup, vous parlez de stabilité. Est-ce que on est complètement stabilisé. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans cette incertitude permanente avec des référendums toutes les 10 ans. Vous parliez de 25 ans. On n'est plus dans un référendum régulier. On est dans un système où ce sont les électeurs qui peuvent décider. Et au contraire, ça stabilise tout en maintenant le droit permanent à l'autodétermination qui est reconnu par l'ONU, donc qui ne peut pas être annihilé. Donc simplement, ça reconnaît ce droit-là, mais ça permet qu'il n'ait pas lieu tous les jours. Si ça se trouve, ça n'aura plus jamais lieu. Si ça se trouve, on n'aura jamais ces 80 000 électeurs qui décideront d'avoir un nouveau référendum. Mais éventuellement, si on y arrivait, si une majorité des Calédoniens un jour voulait l'indépendance, eh bien, ils pourraient y accéder. On va partir au standard, car il y a beaucoup d'appels téléphoniques ce matin au 258-258. On est avec Nestlé. Bonjour Nestlé. Bonjour. Merci Bonjour, de votre Marquet. patience. Bonjour. On vous écoute. Au début, vous avez parlé de la TGC, mais je voulais savoir, la TGC est censée faire baisser les prix. Mais pour le moment, la seule chose que je vois, c'est mon pouvoir d'achat qui baisse. Comment ça se fait ? Merci Nestlé. On vous répond. Sonia Backès. Merci Nestlé pour la question. Effectivement, donc, je crois que ce qui est dommage dans la manière dont cette réforme a été mise en œuvre, c'est qu'elle a été mise en œuvre de manière extrêmement complexe. C'est-à-dire que l'idée qui, au départ, aurait pu être bonne, a été mise en place avec 5 taux différents, avec une complexité, des niches pour protéger les uns, etc. Et le résultat des courses, c'est qu'effectivement, Nestlé a raison, les prix augmentent aujourd'hui. Et non pas de la faute... Ça fait 3 jours qu'elle est passée. Est-ce oui, qu'on a vraiment on verra comment les choses... Effectivement, je crois qu'il faut avoir un peu attendre un petit peu, mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'on constate, c'est que les prix augmentent. Et je crois que le gouvernement, dans cette affaire-là, le gouvernement de Philippe Germain aurait dû faire preuve d'humilité. Et pas dire partout les prix vont baisser de 10 à 15%, parce que je crois que c'est ça qui énerve les Calédoniens, c'est qu'on leur mente. Aujourd'hui, on leur a menti. Cette réforme, c'est une réforme majeure. Il y a des prix qui vont augmenter, il y a des prix qui vont baisser. Et le gouvernement, dans son habitude d'hyper-communication, a annoncé des prix des baisses de 10 à 15%. Et je crois que les Calédoniens en ont marre qu'on leur mente. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'injustice sur cette réforme. Il y a des secteurs qui sont tapés de plein fouet, et puis il y en a d'autres à qui on fiche une paix royale, alors que les prix augmentent. Je veux dire, je pense à des secteurs sur lesquels les Calédoniens ont besoin de voir les prix baisser. L'OPT, Aircalin, Enercal, et tout ça, c'est bien ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui ont la main pour faire baisser ces prix-là. Et ils n'y ont pas touché. Je crois que c'est ça qui est profondément injuste pour les Calédoniens aujourd'hui. Et alors, pour vous, la solution, qu'est-ce que serait ? Parce que la loi est passée, la réforme a été mise en place, les professionnels se sont organisés. Du coup, qu'est-ce que ce serait la solution ? De revenir en arrière ? Il y a évidemment plusieurs solutions, mais d'abord et avant tout, il n'aurait pas fallu mettre 5 taux différents. 5 taux différents, c'est de la folie. C'est incompréhensible pour le consommateur, c'est inapplicable pour les opérateurs. Ça n'existe
existe nulle part dans le monde. Pourtant, la TVA, ça existe partout dans le monde. Mais on est le seul pays au monde où on a 5 taux. C'est ça qui est de la folie, d'avoir fait quelque chose comme ça alors qu'on est 280 000 habitants en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de faire un tout petit peu confiance aux entreprises, en tout cas aux petites entreprises, et de taper sur ceux qui réellement abusent. Là, le gouvernement a décidé de taper sur tout le monde, et finalement, ceux qui abusent, ils vont pouvoir continuer à le faire tranquillement, et par contre, ceux qui jouent le jeu, eh bien, ils vont couler, ils ne survivront pas à cette réforme. On partira au standard dans un instant. Jean-Pierre était avec nous, il nous a quittés. Le dispensaire de Koné fermé, le dispensaire de Kouawa fermé, l'infirmerie de Népouy fermée, des blocages du côté de Thiébagui. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ? Il y a une vraie démarche de déstabilisation d'une partie de la population qui aimerait revenir à des choses qu'on a connues il y a quelques années. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que, vous le savez, on fait les uns et les autres tous les efforts nécessaires pour que ce référendum se passe dans les bonnes conditions, dans les meilleures conditions possibles. Il y a une campagne qui est calme, qui est sereine entre les responsables politiques. Par contre, ce que je souhaite, c'est que l'État joue tout son rôle. Et quand je vois le temps qui est mis parfois à régler un certain nombre de blocages, un certain nombre de présences illégales, je pense qu'il y a Paris, l'État a mis en place des moyens phénoménaux pour accompagner ce référendum. Et je crois que le haut-commissaire ici, les responsables de la sécurité doivent réagir le plus vite possible et ne pas laisser les choses déraper comme elles ont pu déraper ces derniers jours. On retourne au standard avec Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Bienvenue, on vous écoute. Oui, voilà, je voulais poser la question à Mme Sonia Baquès. Si le nom la porte, je crois que voilà, on va être encore dans la souffrance. Dans ce moment-là, avec la France, on souffre. Les loyers sont chers, l'eau est chère, le courant est cher, tout est cher. Alors, ça fait peut-être 30 ans que vous êtes dans le pouvoir, mais voilà, ça n'a rien changé. Merci. Merci Guy. Donc c'est une des craintes, c'est que finalement ça n'aille pas plus mal, mais ça n'aille pas mieux. Alors merci Guy pour la question. Alors d'abord, il y a 30 ans, j'avais 10 ans, donc j'étais pas au pouvoir, donc je peux pas être tenue responsable de tout. Ça, c'est la première chose. Mais je crois qu'il y a effectivement une vraie souffrance dans le quotidien des Calédoniens. Il y a des Calédoniens qui finissent les mois avec du thé, des sao, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter autre chose. Et ça, c'est une réalité en Nouvelle-Calédonie. On a une pauvreté qui est réelle, sur laquelle il va falloir réellement qu'on s'attelle. Ce qu'il faut dire à Guy, et je crois que c'est ça qui est important, c'est que si la France partait, ce serait encore pire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'il ne voit pas qui sont gratuites. Par exemple, sa santé. Aujourd'hui, quand il va se faire soigner, eh bien, il ne paye pas son système de santé. Si la France n'était plus là, non seulement il aurait du mal à finir les mois, mais en plus, il aurait du mal à se faire soigner. On voit bien au Vanuatu, il y a une espérance de vie qui est de 10 ans moins importante que celle de la Nouvelle-Calédonie. On a une mortalité infantile qui est beaucoup plus importante. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas parce que finalement, ça nous paraît que des choses comme acquises. L'école gratuite, je ne sais pas si Guy a des enfants, mais l'école gratuite, ça fait partie des choses qui sont acquises et qui ne le seront plus si on était un État, qui ne le serait plus si on était un État indépendant. Donc en fait, oui, il y a des choses à améliorer. Oui, on a un système social qui fonctionne pas bien. On a des choses à améliorer sur le plan économique parce que on a des disparités qui sont trop importantes. Mais aujourd'hui, la France, elle nous garantit que le reste, au moins, ça fonctionne. Le système de santé, l'éducation, etc. La défense, le fait qu'on n'ait pas, soit pas envahi par des puissances extérieures, tout ça, c'est la France qui nous le permet. Sonia Baquès, on va retourner. Au standard, oui, Guy est avec nous. Non, pas Guy, Christian. Guy, c'était à l'instant. Bonjour Christian, soyez le bienvenu, on vous écoute. Bienvenue. Bonjour Madame Baquès. Bonjour. Moi, je vois qu'en ce moment, là, c'est le temps de la peur, parce que tout le monde menace, et c'est pas comme ça qu'on va y arriver. J'ai entendu à la télé hier que maintenant, certains Ménalésiens qui rejettent le Sénat coutumier, les politiques. Alors, où on va? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus violent qui nous attend? Et c'est ça que j'ai peur, parce que on va risquer ça va carrément disjoncter. Et je vois pas où on va aller si on n'arrive pas à trouver de solution. Il y a déjà une solution que vous pourriez faire. Il y a 8000 chômeurs. Pourquoi ne pas chercher des entreprises qui puissent embaucher tout ça? Et vous verrez que ça va se calmer. Merci. Merci beaucoup Christian. Sonia Baquès vous répond. Merci Christian pour votre question. Il y en a deux dans une seule, c'est-à-dire que la première, c'est la question de la paix. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'effectivement, on est tous très attachés à ce que la préparation de ce référendum se passe bien. Il disait que la tension monte
On est dans une campagne électorale, c'est normal que chacun défende son projet, c'est normal que chacun le fasse avec fougue et avec une grande volonté, donc c'est normal que les choses montent un peu en pression. Mais vous le savez, nous, sur le terrain, ce qu'on explique aux gens qui sont au contact au quotidien d'un peu de tension, c'est qu'on a tous intérêt à ce que les choses restent calmes, on a tous intérêt à ne pas retourner à des choses qu'on a connues, et donc on fera tous le nécessaire pour que les choses se passent bien. Et le lendemain du 4 novembre, ça va paraître être une évidence, mais il y aura un 5 novembre, et ce 5 novembre, on continuera à vivre tous ensemble, et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à construire un statut qui nous permette de continuer à vivre le mieux possible tous ensemble. La deuxième question de Christian, rapidement, c'est la question de l'emploi, et je suis complètement d'accord avec lui, on a 8000 chômeurs, et ces gens-là, il faut leur offrir un emploi. Et qui c'est qui offre des emplois? Ce sont les entreprises. Et si on veut que les entreprises offrent des emplois aux Calédoniens, eh bien, il faut qu'elles aient confiance, il faut qu'elles sachent où elles vont. Et aujourd'hui, la manière dont le gouvernement de Philippe Germain les traite fait que ils n'ont plus envie d'embaucher, ils n'ont plus envie d'investir, et on a un chômage qui augmente. Sonia Backès, merci d'avoir été avec nous ce matin.